ستتم ترجمة المداخلة بالعربية بعد قليل من طرف الدكتور محمد النوري. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remettre mes remerciements à l'Université Zaytouna, l'ESSEC, l'ICET, Imtihal et El-Kafi pour l'organisation de cet bel événement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter certaines études faites sur l'habilitation de la finance islamique et quels sont les défis et les perspectives du point de vue éducatif de la finance islamique. Donc tout d'abord, je vais commencer par l'état des lieux de l'habitation en finance islamique dans le monde. Bien sûr, je rejoins les chiffres qu'ont dit mes collègues précédemment, donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais il y a un chiffre important. C'est selon une étude de Global Islamic Economy Report en 2014. On répertorie à peu près 550 institutions qui donnent des cours en finance islamique. Et c'est un chiffre qui va justement se développer avec l'économie actuelle. Donc ici également, ce qu'on remarque, c'est le Global Islamic Finance Development Indicator. On remarque qu'ils ont mis une section sur donc la connaissance, donc l'indicateur de connaissance donc en finance islamique. On voit que justement dans la recherche, les pays qui sont mis en avant aussi, et donc il y a la Tunisie, qui est aussi donc, acteur dans ce secteur. Donc ici, il y a le top 15 des pays les plus importants dans l'économie musulmane. Donc je trouvais que c'était important de le prendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les institutions donc, de manière académique dans les top 15 des pays les plus importants. Donc on remarque justement que la Malaisie est pionnière, que ça soit au niveau de tout ce qui est recherche académique, au niveau des institutions, mais aussi au niveau des séminaires et conférences. Donc j'ai l'occasion de participer à plusieurs séminaires en Malaisie. Ce que je trouve intéressant en Malaisie, c'est vraiment sa conception d'innovation de produits, qui est très intéressante grâce justement aux différentes recherches académiques qui ont été menées. Par la suite, bien sûr, nous avons aussi donc, l'Arabie Saoudite, nous avons également donc, les Émirats, donc plusieurs pays qui sont investis dans ce domaine d'activité, selon un rapport justement de l'ICD et Thomson Reuters. Ici, je trouvais intéressant de voir justement les formations, parce qu'il faut distinguer les formations académiques et universitaires des formations justement professionnelles qui sont données par des fournisseurs de services. On remarque justement que le Royaume-Uni est en tête, donc que ça soit en termes au niveau des universités, mais aussi en termes de cours ou de modules de formation professionnelle qui sont offerts là-bas. Puis ensuite, on voit justement la Malaisie, les Émirats et les autres pays. Donc ça, c'est une autre étude également qui avait été faite, qui met plus en avant justement le Pakistan, mais le Royaume-Uni garde justement une bonne position à ce niveau-là. Donc le Royaume-Uni est en deuxième position dans le monde et premier en Europe, au niveau académique, bien sûr, et au service des formations. Il faut préciser aussi, et ça on ne le dit pas assez, que 95% des formations sont en anglais, contre 0,5% en français et 0,5% en arabe. Pourquoi ? Parce que justement des pays comme la Malaisie et l'Indonésie ne parlent pas arabe. Donc c'est pour ça que l'anglais est une alternative pour d'autres pays qui ont des minorités musulmanes, qui ne parlent pas arabe, mais qui veulent justement se professionnaliser dans ce domaine d'activité. Donc c'est pour ça que l'anglais est choisi en tout cas comme langue d'enseignement dans plusieurs pays. Donc en termes de perspectives et les défis des formations en finance islamique, donc j'ai compilé plusieurs remarques qui ont été faites dans l'industrie donc de la finance islamique concernant justement les problèmes, on va dire, qu'il y a dans la formation actuelle.
Il faut savoir aussi, et là on se place donc en termes de marché, selon Zawiya, on aurait besoin de 50 000 professionnels au cours de la prochaine décennie. Voilà, donc c'est un chiffre clé et il faut le combler, donc à travers justement les différentes formations qu'on peut octroyer. Au niveau des défis, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a une absence de contenu standardisé et l'accréditation limitée des programmes. Donc un des principaux défis, c'est de pouvoir standardiser justement des programmes de cours dans toutes les universités. Demain, je vais plus fixer sur les universités européennes pour voir justement les différences de programmes qu'il peut y avoir entre les universités européennes. Mais aussi, il y a un besoin de formation qui permettrait l'innovation de produits. Actuellement, les produits de la finance islamique ne sont pas encore très développés, bien sûr, parce que c'est une industrie qui est naissante, mais il va de soi qu'il faut former des gens aussi qui innovent. La recherche et développement est importante dans tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que beaucoup de pays occidentaux, grâce à la recherche et au budget qu'on octroie aux recherche et développement, permet d'avoir des innovations dans plusieurs secteurs d'activité. Au niveau, bien sûr, des formations, il faut bien sûr un support des institutions. Après, il faut aussi la création de formations pour chaque corps de métier. Donc, il faudrait justement la comptabilité, les auditeurs, les avocats au niveau commercial, au niveau marketing, parce qu'on oublie souvent que le marketing pour faire commercialiser le produit est très important. Donc il faudrait un marketing pour les produits financiers islamiques. Et beaucoup d'institutions, justement, manquent de ce genre d'expertise. Au niveau du milieu bancaire, c'est vrai qu'il faut favoriser plus, avoir une approche pluridisciplinaire. Donc je vais m'expliquer sur ce fait-là. C'est justement avoir différents backgrounds quand on veut faire une formation en finance islamique est très important parce que ça permet d'avoir plusieurs avis. Un économiste qui passe en finance islamique, au niveau du droit qui passe en finance islamique, c'est d'avoir vraiment une approche globale qui permettrait justement d'avoir cette approche pluridisciplinaire pour pouvoir étudier à chaque fois des cas, des produits, en tout cas au niveau des entreprises. Bien sûr, ça c'est un problème, on va dire, des formations, des différentes formations que j'ai pu voir, l'aspect macroéconomique. Donc actuellement, toutes les formations sont plus concentrées sur les formations microéconomiques au niveau de l'entreprise, au niveau du droit commercial, en finance islamique, mais pas assez basées sur tout ce qui est macroéconomie islamique, dont justement Oumar Chapra est très développé à ce niveau-là. Au niveau des diplômes universitaires, bien sûr, il y a le théorique, et là je rejoins un peu ce qu'on avait dit précédemment, par rapport aux qualifications professionnelles. Malheureusement, beaucoup de diplômes universitaires sont très théoriques et ne répondent pas au marché du travail dans la finance islamique parce qu'il n'y a pas une professionnalisation du diplôme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler. Ensuite, enrichir les programmes de cours avec des contrats réels issus de l'industrie. Par exemple, tout ce qui est les contrats... par exemple, on va dire, qui sont validés par les charia scholars, on ne les étudie pas forcément en cours. Pourquoi ? Parce que ça s'adapte, bien sûr, à chaque projet. Mais aussi comprendre les différences entre le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. C'est deux industries qui sont complètement différentes, deux marchés différents, qu'il faut justement faire comprendre aux différents étudiants. Après, il faut créer des programmes de stage dans des instituts financiers islamiques avec un programme de formation. Pourquoi ? Par exemple, nous en Belgique, par exemple, je cite BNP Paribas, ils octroient justement des stages rémunérateurs pour les étudiants pour qu'ils puissent avoir de l'expérience professionnelle et toucher à tous les secteurs d'activité. Il faudrait dupliquer ce concept pour les banques islamiques parce que c'est très important d'avoir cette expérience du terrain que malheureusement beaucoup de professionnels n'ont pas encore. Bien sûr, il y a un besoin de marketing et de reconnaissance pour les formations. Voilà. Je pense que dans toutes les formations standards, il y a du marketing en tant qu'économiste, en tant que financier. Malheureusement, le marketing pour les produits islamiques n'est pas enseigné et pourtant c'est nécessaire pour comprendre le consommateur et le marché. Donc je trouve que c'est une nécessité d'intégrer ce type de matière dans tous les programmes. Après, le challenge est de former bien sûr le bon type de talent en finance islamique
selon les besoins que requiert l'industrie. Et malheureusement, il y a, comme on va dire, les formations basiques, il y a un problème de dysfonctionnement entre les formations qui sont octroyées à l'université et la demande du marché du travail. Mais en dehors de la formation en finance islamique, un devoir de fond doit être effectué sur le consommateur. Pourquoi? Parce que le consommateur peut également devenir un futur spécialiste. Et je pense que cette notion est nécessaire. Donc voilà. Merci de votre attention. Shukran ala ihtimamikum. شكرا. الكلمة إلى الدكتور محمد النوري لإعطاء ملخص بالعربية. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار شديد بالنسبة للضيوف الذين لا يفهمون اللغة الفرنسية لا يتقنون. طيب الأستاذة زينب حاولت أن تعطي بعض المعطيات والأرقام التي تتعلق أولا بتطور المالية الإسلامية وخاصة في علاقتها بالمنظومة التعليمية ومنظومة التعليم والتدريب. فذكرت أن من الأرقام التي يجب الانتباه إليها في هذه اللحظة التاريخية هو تطور وتنامي عدد المؤسسات في العالم التي تهتم بالتعليم والتدريب وتقديم مواد ذات علاقة بالمالية الإسلامية. وذكرت أن الرقم هذا وصل لحد الآن إلى 550 مؤسسة في العالم بما في ذلك الجامعات. النقطة الثانية هي مؤشر المعرفة بالمالية الإسلامية. هناك دراسات واستبيان آراء ومعناها تمت في السنوات الأخيرة أشرت على أن بعض البلدان من ضمنها تونس تحتل مرتبة متميزة في مؤشر المعرفة بالمالية الإسلامية ومنتجات المالية الإسلامية. النقطة الثالثة هناك 15 دولة تقريبا في العالم الإسلامي التي يتطور فيها الاقتصاد الإسلامي مثل ماليزيا والسعودية والإمارات وتركيا وغيرها. النقطة الرابعة خدمات التعليم في المالية الإسلامية معناها تتميز أو تسبق بها فيها بريطانيا سائر بلدان العالم الإسلامي، هي قبل ماليزيا وقبل الإمارات. توزيع التدريب والتعليم الأكاديمي وغير الأكاديمي أيضا بريطانيا تحتل المرتبة الثانية في العالم. التوزيع اللغوي جل البرامج التعليمية والتدريبية في العالم تقدم أساسا باللغة الإنجليزية، واللغة العربية للأسف لا تحتل إلا 5%. نعم؟ فصل 0.5 عفوا. وأيضا اللغة الفرنسية 0.5%. نعم. الجانب الثاني من مداخلة الأستاذة زينب هي يتعلق بالتحديات والآفاق التي معناها تتعلق بمستقبل قطاع المالية الإسلامية وخاصة في علاقة بالتعليم والتدريب. أولا هناك رقم أيضا مهم جدا وهو أن حاجة السوق في قطاع المالية الإسلامية في العشرية القادمة قدر من خلال هذه الدراسات التي تمت الإشارة إليها بحوالي 50,000 موطن شغل أو 50,000 كفاءة يحتاجها القطاع في العشرية القادمة. التحدي هذا تحدي معناها على المؤسسات الجامعية والتعليمية باش معناها تتكيف وتتأهل لمعناها القيام بواجبها. التحدي الثاني هو غياب المعايير، غياب النمذجة والمعايير في مجال التعليم، برامج التعليم وبرامج التدريب في مجال المالية الإسلامية. غياب أيضا ما يسمى بالتجديد والابتكار في أدوات وتقنيات ومعناها منتجات المالية الإسلامية. غياب التكامل بين التعليم أو بين مؤسسات التعليم والتدريب من جهة وبين المؤسسات المهنية التي تستقطب هذه الكفاءات في سوق الشغل من جهة ثانية. أيضا غياب ما يسمى بالتكوين أو التعليم المتخصص في مجالات محددة ذات علاقة بقطاع
المالية الإسلامية. غياب التكامل بين البرامج والمواد التي تدرس في المالية الإسلامية. هناك برامج تركز كثيرا على الجانب الشرعي، وبرامج تركز كثيرا على الجانب الفني التطبيقي، وليس هناك تكامل وتفاعل بين هذه البرامج. التكوين، بما يجعل أن التكوين أو التعليم الذي يقدم في هذا المجال أكثر منه نظري من أن يكون تطبيقي، وتغيب عنه الالتصاق والارتباط بالعقود الشرعية، العقود المالية الإسلامية، التي هي أهم خاصية وأهم ميزة تتميز بها المالية الإسلامية. ضعف التسويق للمالية الإسلامية وخاصة في مجال التعليم والتدريب، تباين التجارب بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وأخيرا ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في برامج التعليم والتدريب. وهذه أهم النقاط التي أشارت إليها، وإن شاء الله ما نسيتش حاجة أخرى. شكرا يا محمد. شكرا سي محمد. دونك أود أن أشكر الدكتور محمد النوري، الدكتور محمد بوجلال، والدكتورة زينب بن سعيد على هذه المداخلات القيمة والمتكاملة حول المالية الإسلامية وآفاق التأهيل في هذا المجال. يبدو نظرا لضيق الوقت سنؤجل الأسئلة فيما بعد، وحسب البرنامج لنا استراحة ثم قبل السلام عليكم. سوف نواصل تكريم الأساتذة، لذلك أدعو كل من الدكتور هشام قريصة والدكتور منير تليلي يتفضلا على المنصة. أدعو الدكتور برهان نفاتي لتسلم جائزة شهادة الشكر والتقدير، فليتفضل. حليله. شو اسمه إدريس حليله. أدعو الدكتور سليم إدريس. مدير الدراسات المدرسة العليا من بعده بوجلال شنو؟ هو شنو؟ دكتور محمد ولا أستاذ؟ أدعو الدكتور محمد بوجلال. وأخيرا أدعو الخبيرة زينب بن سعيد. ما نعرفش. مع التذكير أن اللجنة العلمية للملتقى قد كلف الدكتور إلياس دردور أستاذ الفقه والمقاصد بالمعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة، وأستاذ زائر في فقه المعاملات المالية لقسم الماجستير بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، دكتور إلياس كمقرر عام للجنة العلمية لهذا الملتقى. شكرا.
أيها الأخوة والأخوات ضيوفنا الكرام، يسعدنا أن نستدعيكم إلى استراحة لمدة 15 دقيقة، ثم نعود للجلسة العلمية الثانية. شكرا على حضوركم وإصغائكم.